À Rome, sous le règne de l'empereur Tibère, un ouvrier gagnait un denier par jour. Une journée de travail qui commençait à l'aube et s'achevait à midi, 6 jours sur 7, pendant 10 mois par an. À cette époque, l'orue, la pièce d'or romaine par excellence, pesait environ 8 grammes d'or et valait 25 deniers. Une once d'or, soit 31 grammes, représentait donc à peu près 4 orées, ce qui correspond à une centaine de deniers. En termes de travail humain, cela signifiait qu'un ouvrier romain devait travailler près de 100 jours, soit l'équivalent de 4 mois de labeur, pour accumuler suffisamment pour acheter une once d'or. 4 mois de sueur sous le soleil méditerranéen, 4 mois de chantier, de taille de pierre ou de transport de marchandises, pour tenir dans sa main 31 grammes de métal jaune. C'était le prix de l'or mesuré non pas en sesterces ou en deniers, mais dans la seule monnaie qui n'a jamais menti, le temps de vie humaine consacré au travail. Ce chiffre n'est pas anodin. Il constitue notre premier point de repère dans un voyage de 2000 ans que nous allons entreprendre à travers l'histoire du travail et de l'or. Car la question que nous posons aujourd'hui est à la fois simple et vertigineuse. Au fil des siècles, au fil des révolutions économiques, des guerres, des empires qui naissent et qui meurent, des monnaies qui s'effondrent et des systèmes qui se réinventent, combien de jours de travail d'un homme ordinaire ont-il fallu pour acquérir une once d'or? La réponse à cette question est une radiographie extraordinaire de l'histoire économique de l'humanité. Elle révèle, mieux que n'importe quel traité d'économie, comment la productivité humaine a évolué, comment les sociétés ont récompensé ou exploité le travail, et pourquoi l'or reste, après 2 millénaires, le miroir le plus fidèle que nous ayons jamais eu de la valeur réelle du labeur humain. Restons encore un moment dans le monde romain pour comprendre les mécanismes qui gouvernaient cette relation entre le travail et le métal précieux. L'orue n'était pas une monnaie que l'ouvrier ordinaire manipulait au quotidien. Ces transactions se faisaient en sesterces, en as, en petites pièces de bronze ou d'argent. L'orue, c'était la monnaie des grandes transactions, des soldes militaires, des paiements de propriété foncière. Mais sa valeur agissait comme un point fixe dans le système économique romain, une étoile polaire autour de laquelle tout le reste s'organisait. Et c'est précisément parce que l'orue contenait une quantité précise et garantie d'or que le système fonctionnait. L'ouvrier romain qui épargnait péniblement ses deniers savait que l'or, au bout du chemin, représentait une valeur réelle, tangible, que personne ne pouvait lui retirer par décret impérial. Pas encore, du moins. Car comme nous l'avons vu dans d'autres récits de cette histoire économique, la tentation de rogner la monnaie allait progressivement déstabiliser ce rapport entre travail et métal précieux à mesure que l'Empire s'affaiblissait. Au IIIe siècle de notre ère, lorsque la crise monétaire frappa l'Empire de plein fouet, et que le denarius perdit l'essentiel de sa teneur en argent, quelque chose de fondamental se dérégla dans ce rapport entre travail et or. Les salaires nominaux augmentèrent, mais l'or devint inaccessible en monnaie courante. Les marchands qui acceptaient encore l'or l'évaluaient non plus selon sa valeur nominale officielle, mais selon son poids réel en métal. L'ouvrier qui recevait sa paye en antoninien dégradé se retrouvait à devoir travailler davantage de jours théoriques pour obtenir la même once d'or qu'auparavant, car les pièces qu'on lui donnait valaient de moins en moins en métal réel. C'est la première grande leçon de cette histoire. Quand la monnaie se dégrade, c'est toujours le travailleur qui paie le prix, car c'est lui qui reçoit des pièces creuses et qui doit en donner davantage pour obtenir la même quantité d'or. Avançons à présent vers le Moyen-Âge, cette période que l'imaginaire collectif associe souvent à une économie primitive et stagnante, mais qui recèle en réalité une complexité monétaire fascinante. Au XIIIe siècle, dans l'Italie des cités marchandes florissantes, un nouveau personnage entre en scène dans cette histoire de l'or et du travail, le florin de Florence. Créé en 1252, cette pièce d'or de 3,5 grammes allait devenir en quelques décennies la monnaie de référence du commerce européen, ce qu'on pourrait appeler le dollar médiéval. Un artisan qualifié dans l'Italie du XIIIe siècle gagnait environ un florin par semaine dans les périodes fastes. Un florin pesant 3,5 grammes d'or, et une once en contenant 31, il fallait donc environ 9 florins, soit environ 9 semaines de travail, pour acquérir une once d'or. 9 semaines, soit un peu plus de 2 mois. Le travailleur médiéval qualifié était donc, relativement parlant, dans une situation légèrement meilleure que l'ouvrier romain ordinaire pour accéder à l'or, mais cela cachait une réalité sociale bien plus sombre, car la grande majorité de la population médiévale n'était pas des artisans qualifiés des villes. C'étaient des paysans serfs ou semi-libres dont la situation économique était bien plus précaire. Pour eux, une once d'or représentait une fortune quasi inaccessible, l'équivalent de plusieurs mois voire d'une demi-année de labeur. Ce qui rend le Moyen-Âge particulièrement instructif dans cette histoire, c'est le moment où la peste noire frappa l'Europe entre 1347 et 1351, emportant selon les estimations entre un tiers et la moitié de la population du continent. Ce cataclysme démographique sans précédent produisit un effet économique paradoxal sur la relation entre le travail et l'or. La mort de millions de travailleurs fit brutalement monter le prix du travail. Les survivants étaient moins nombreux, et donc plus précieux. Les seigneurs qui avaient besoin de bras pour cultiver leurs terres se retrouvèrent en position de faiblesse face à des paysans qui pouvaient désormais négocier leurs conditions. Les salaires réels augmentèrent dans toute l'Europe dans la seconde moitié du XIVe siècle, un phénomène que les historiens économistes ont soigneusement documenté. En termes d'or, cela se traduisit par une amélioration relative du rapport entre le travail ordinaire et le métal précieux.
un journalier pouvait désormais acquérir une once d'or en un temps légèrement plus court qu'avant la grande épidémie. La mort de masse avait, paradoxalement, rendu le travail plus précieux et l'or relativement plus accessible pour ceux qui avaient survécu. C'est une des observations les plus troublantes de l'histoire économique médiévale, et elle illustre avec une brutalité particulière la mécanique implacable de l'offre et de la demande appliquée au travail humain. Le XVIe siècle apporta avec lui une perturbation d'une ampleur sans précédent dans cette relation millénaire entre le travail et l'or. La découverte et la conquête de l'Amérique ouvrirent les vannes d'un flux d'or et d'argent qui allait inonder l'Europe pendant plus d'un siècle. Les mines du Potosi en Bolivie actuelle, les gisements mexicains, les trésors des civilisations précolombiennes fondus et transportés à travers l'Atlantique, tout cela produisit ce que les historiens économistes appellent la révolution des prix du XVIe siècle. Quand l'offre d'or augmente massivement sans que la production de biens et de services augmente dans la même proportion, les prix s'élèvent. C'est une loi économique que les Espagnols découvrirent à leurs dépens. L'or afflua en Espagne et se répandit dans toute l'Europe, mais les prix montèrent en proportion, et le travailleur ordinaire ne vit pas sa condition s'améliorer de façon significative. En termes de jours de travail nécessaires pour acquérir une once d'or, la situation ne changea guère pour l'artisan ou le journalier européen. L'or était plus abondant, mais les prix avaient monté en conséquence, et le rapport entre le labeur quotidien et le métal précieux resta étonnamment stable. C'est l'une des grandes révélations de cette analyse historique. L'or ne se laisse pas diluer facilement par l'abondance. Quand il y en a davantage, les prix s'ajustent, et le rapport entre travail et or tend à se maintenir dans des fourchettes remarquablement constantes sur le très long terme. Le XVIIIe siècle et la période qui précède la révolution industrielle nous offrent un tableau saisissant. En France, sous l'Ancien Régime, un journalier agricole gagnait environ une livre par jour dans les années fastes, davantage dans les villes pour les artisans qualifiés. La valeur officielle du louis d'or, fixée à 24 livres par l'édit de 1726, donne un point de référence précis. Une once d'or représentant environ 4 louis d'or, soit 96 livres, un journalier devait donc travailler environ 96 jours pour atteindre ce montant. 3 mois de travail, à nouveau. Nous retrouvons des chiffres étrangement proches de ceux de la Rome antique. 2000 ans d'histoire, des dizaines d'empires nés et effondrés, des révolutions monétaires et des catastrophes économiques, et pourtant le travailleur ordinaire se retrouve toujours à devoir consacrer 2 à 4 mois de son labeur pour atteindre une once d'or. Cette constance est l'une des observations les plus stupéfiantes de l'histoire économique comparée. Puis vint la révolution industrielle, et avec elle la transformation la plus profonde que le rapport entre le travail et l'or ait jamais connue. La mécanisation, la vapeur, puis l'électricité et le pétrole multiplièrent la productivité du travail humain de façon exponentielle. Un ouvrier d'une filature de Manchester en 1850 produisait en une journée ce qu'un artisan médiéval aurait mis plusieurs semaines à créer. Les salaires réels commencèrent à augmenter de façon soutenue pour la première fois de façon durable dans l'histoire humaine. L'Angleterre victorienne, avec son étalon or instauré officiellement en 1821, offre un cas d'étude particulièrement précis. Sous l'étalon or britannique, une once d'or valait exactement 3 livres sterling, 17 shillings et 10 pence et demi. Le salaire journalier d'un ouvrier qualifié dans les années 1870 était d'environ 5 à 6 shillings. Une once d'or représentait donc environ 14 à 16 jours de travail pour un ouvrier qualifié. Nous passons de 100 jours à l'époque romaine à moins de 3 semaines à l'époque victorienne. La révolution industrielle avait accompli ce que 2000 ans d'histoire n'avaient jamais réalisé. Réduire drastiquement le nombre de jours de travail qu'un homme ordinaire devait sacrifier pour accéder à l'or. Cette réduction continue du coût relatif de l'or en travail humain s'accéléra encore au XXe siècle avec la généralisation de la production de masse, l'électrification, puis la révolution numérique. Mais le XXe siècle apporta aussi la perturbation monétaire la plus fondamentale de toute l'histoire, l'abandon de l'étalon or. En 1971, le président Nixon suspendit la convertibilité du dollar en or, coupant définitivement le lien institutionnel qui avait rattaché les monnaies nationales aux métal précieux depuis des siècles. À partir de ce moment, le prix de l'or en monnaie fiduciaire ne fut plus fixé par un accord institutionnel mais par le marché, avec toute la volatilité que cela implique. Et cette volatilité rendit la question du nombre de jours de travail nécessaires pour acquérir une once d'or beaucoup plus variable selon les périodes. Dans les années 1970, avec la flambée du cours de l'or à 850 $ l'once en 1980, un ouvrier américain moyen aurait dû travailler environ 6 semaines pour acquérir cette once. Dans les années 1990, quand le cours de l'or s'affaissa sous les 300 $, ce même ouvrier n'avait besoin que d'1 semaine et demie de travail pour l'obtenir. Jamais dans toute l'histoire humaine, l'or n'avait été aussi accessible en termes de travail relatif. Puis vint le tournant du millénaire et la montée inexorable du cours de l'or qui allait porter l'once à des niveaux records. 2000 $, 2500, 3000 $ l'once à l'aube de 2025. À ce cours, avec un salaire médian français d'environ 150 € par jour, un travailleur français doit consacrer environ 20 jours de travail pour acquérir une once d'or au prix actuel du marché. 20 jours. Moins d'un mois. À titre de comparaison, son ancêtre romain y consacrait 100 jours. Son ancêtre médiéval 60 à 70 jours selon sa profession.
son arrière-grand-père de l'Ancien Régime 90 à 100 jours. La révolution de la productivité industrielle et post-industrielle a fait quelque chose d'extraordinaire, elle a rendu l'or, ce métal que les empereurs, les rois et les pharaons utilisaient comme symbole d'une richesse hors de portée du commun des mortels, accessible à un travailleur ordinaire en moins d'un mois de labeur. Mais cette observation appelle immédiatement une nuance fondamentale, car si le nombre de jours de travail nécessaire pour acquérir une once d'or a diminué de façon spectaculaire sur 2000 ans, cette évolution n'a pas été linéaire ni universelle. Elle reflète avant tout la progression extraordinaire de la productivité dans les pays industrialisés. Pour un travailleur dans un pays à faible revenu, les chiffres sont très différents. Dans certaines régions d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud, où les salaires journaliers restent inférieurs à 5 $, acquérir une once d'or représente encore plusieurs centaines de jours de travail, soit une situation comparable ou pire à celle de l'ouvrier de l'Antiquité romaine. La globalisation de l'économie n'a pas uniformisé ce rapport entre travail et or. Elle l'a au contraire rendu plus inégal que jamais entre les travailleurs selon leur géographie. Il existe pourtant une constante remarquable, qui traverse toute cette histoire de 2000 ans, et qui mérite d'être soulignée avec force. À chaque fois qu'une monnaie s'est dégradée, à chaque fois qu'un gouvernement a cédé à la tentation de créer de la monnaie à partir de rien, à chaque fois qu'une inflation galopante a rongé le pouvoir d'achat des salaires, l'or a maintenu sa valeur réelle. Pas parfaitement, pas à chaque instant, mais sur les horizons longs qui comptent vraiment dans une vie humaine. Le légionnaire romain qui avait réussi à mettre de côté quelques oris avant la grande dévaluation du IIIe siècle conserva sa richesse là où ses camarades qui gardaient leur denier en virent la valeur s'évaporer. Le bourgeois allemand de 1923, qui possédait de l'or, regarda l'hyperinflation ravager l'épargne de ses voisins depuis une position de relative sécurité. L'épargnant argentin de 2001 qui avait converti une partie de son patrimoine en métal physique survécut à l'effondrement du peso avec quelque chose à sauvegarder. Ce que nous révèle ce voyage de 2000 ans, à travers la relation entre le travail et l'or, c'est quelque chose de profondément humain et de profondément économique à la fois. L'or n'est pas seulement un métal précieux, il est le témoin impassible de l'histoire du travail humain, le miroir dans lequel se reflète la valeur réelle de l'effort d'un homme ou d'une femme ordinaire à travers les siècles. Quand vous tenez une once d'or dans la main aujourd'hui, vous tenez quelque chose qui valait 100 jours de labeur sous Tibère, 60 jours sous les artisans de Florence médiévale, 90 jours sous l'Ancien Régime, 15 jours sous Victoria, et 20 jours dans la France du XXIe siècle. Ce métal a vu passer les légions romaines, les caravanes médiévales, les machines à vapeur de Manchester et les algorithmes des marchés financiers modernes. Et il est toujours là, pesant toujours 31 grammes, indifférent aux fluctuations des régimes politiques et aux promesses des banquiers centraux, mesurant avec une précision impitoyable combien de vies humaines il faut consacrer pour le tenir dans sa main.